2017 fut une année faste pour les éditeurs français. Avec l'élection présidentielle, la plupart des candidats ont signé un contrat d'édition, autant pour figer sur le papier leur programme politique que pour occuper le terrain de la bataille éditoriale. Entre révélation et manipulation, ces ouvrages ont rythmé la campagne électorale. Et en croire les chiffres de vente, ils ont su attirer l'attention des Français. 150 000 exemplaires vendus pour Jean-Luc Mélenchon, 130 000 pour Emmanuel Macron, ou encore 120 000 pour François Fillon. Au fond, si l'on prend la définition classique de la propagande, à savoir l'action de diffuser des idées et théories politiques dans le but d'influencer l'opinion publique, alors ces ouvrages relèvent à s'y méprendre à de la propagande littéraire. Pour autant, cette pratique n'est pas franchement nouvelle. Dès l'Antiquité, la République romaine était déjà marquée par des publications similaires, dont l'une des plus importantes fut la Guerre des Gaules, écrite par un expert de l'éloquence, un génie de la propagande, Jules César. Caius Julius César est sans doute l'une des figures historiques les plus célèbres de l'Antiquité. Né à Rome en 101 avant Jésus-Christ, dans l'une des plus anciennes familles patriciennes, les Julie, il reçoit dans son enfance une éducation rigoureuse, tant sur le plan sportif qu'intellectuel. Très jeune, il est mêlé à la vie publique de la cité, ce qui lui permet de développer son éloquence, sa compréhension politique, et ainsi de mener une carrière exemplaire. En effet, en une dizaine d'années, il gravit l'ensemble des échelons de la République romaine et passe du statut d'outsider politique à personnalité incontournable. Cependant, on le sait moins, Jules César fut également un auteur, dont seulement 2 de ses ouvrages sont parvenus jusqu'à nous, De Bello Gallico, qui redate la campagne de César en Gaule, et De Bello Civile, qui traite de la guerre civile contre Pompée. Le premier, qui nous intéresse aujourd'hui, est composé de 7 tomes, compilés en 52 avant Jésus-Christ, à partir de notes rédigées au fur et à mesure de la conquête des Gaules. Pour rappel, celle-ci a lieu entre 58 et 50 avant Jésus-Christ, et voit la République romaine étendre son territoire sur l'ensemble des Gaules, c'est-à-dire la France et la Belgique actuelle. La bataille décisive, et sans doute la plus célèbre de ce conflit, se déroule à Alésia, en -52, où César, alors proconsul des Gaules, inflige une cuisante défaite à Vercingétorix et sa coalition de peuples gaulois. Dès sa parution, De Bello Gallico est considéré comme un chef-d'œuvre littéraire, y compris par les opposants de César. Cicéron admire son œuvre, qu'il qualifie de nue, simple, élégante. Mais en tant que protagoniste principal des événements, peut-on vraiment croire le récit de César ? La guerre des Gaules, dont le titre officiel est Commentaire sur la guerre des Gaules, est un commentarius, un genre littéraire qui se développe dès le IIe siècle avant Jésus-Christ. Au départ, il s'agit d'un document officiel, ayant pour but de consigner les débats sénatoriaux. Cependant, à la fin du siècle, ce genre devient plus subjectif et s'oriente vers l'autobiographie. Il s'agit alors davantage d'un recueil d'anecdotes personnelles qui n'a plus pour vocation de mettre en lumière un événement, mais bien l'auteur de l'ouvrage. Ce flou entre document officiel et personnel est très utile à César pour raconter sa guerre des Gaules, puisqu'il est à la fois auteur et principal protagoniste des événements. Dès le titre, il y a donc un soupçon de partialité. En revanche, à première vue, le style est sobre, simple. César ne rapporte que les faits et n'exprime que peu d'analyse. Sur le plan archéologique, les faits décrits par César sont toujours confirmés, et il n'hésite pas à évoquer ses échecs et ses défaites, ce qui donne une impression d'objectivité. Mais en s'y attardant, on peut remarquer 2 grands types de procédés littéraires qui permettent à César de présenter les événements sous un jour qui lui est favorable, les techniques de justification et celles de persuasion. Parmi les techniques de justification, César utilise à de nombreuses reprises la disjonction des faits, qui consiste à séparer une cause de son résultat par un nombre important de pages. L'auteur en abuse pour justifier ses échecs, comme en avril -52, lorsque ses troupes sont confrontées à d'importants problèmes logistiques, ce qui conduit à des famines dans le camp romain. La cause de ces problèmes n'est pas la malchance, mais la précipitation de César qui n'a pas assuré ses arrières. Cet aveu, l'auteur le fait au lecteur.
mais une dizaine de pages avant les conséquences, si bien que la cause des famines est oubliée. De façon assez similaire, la narration pré-explicative est très régulièrement utilisée par César pour justifier un acte illégal ou une défaite qui, présentée comme telle, ne serait pas acceptée par ses lecteurs. Par exemple, dans le cas d'une défaite, le général romain aura psychologiquement préparé le lecteur pour qu'il lui pardonne, en insistant quelques pages avant l'événement sur les difficultés rencontrées, la rudesse du climat, la supériorité numérique de l'adversaire ou encore le terrain difficile. De même, lorsque le proconsul décime 2 peuples germaniques en temps de paix, les Usipètes et les Tenctères, il a d'ores et déjà préparé moralement ses lecteurs à cet acte illégal en présentant ces peuples comme des barbares ayant commis des massacres et des pillages. La dernière technique de justification, dite de la compensation, est employée pour rééquilibrer une action négative. Il suffit à César de présenter cette dernière en quelques lignes, puis d'écrire quelque chose de positif sur plusieurs paragraphes. Le déséquilibre est tel que l'action négative est oubliée. En ce qui concerne les techniques de persuasion, certaines relèvent de pratiques littéraires classiques, telles que la dramatisation ou les répétitions. Mais le proconsul des Gaules aime également abuser des hyperboles, comme beaucoup d'ennemis ou un grand nombre d'eux, ce qui fausse la perception du lecteur. Enfin, la comparaison, principalement historique, est aussi très présente dans l'ouvrage. Elle permet à César de se comparer à de glorieuses figures historiques et de mettre en parallèle ses ennemis avec de cruels personnages. En bref, l'ensemble de ces techniques permettent de fausser les perspectives, de détourner l'attention du lecteur, de dissimuler les actes illégaux et les échecs, et finalement, de mettre le proconsul et ses qualités en avant, que ce soit sa prudence, sa rapidité ou encore sa clémence. D'autres acteurs reçoivent parfois des louanges, mais uniquement si celles-ci peuvent rejaillir sur lui. Comme le souligne Michel Rambaud dans son essai sur les commentaires de César, l'exactitude matérielle des commentaires prouve l'habileté du grand homme, nullement sa véracité. Finalement, César a obtenu ce qu'il voulait. À court terme, il assoit son influence sur Rome, jusqu'à obtenir les pleins pouvoirs, avant de se faire assassiner en -44 par une conspiration de sénateurs. Mais sur le long terme, César fait autant partie de l'histoire que de la légende. Il est par exemple le seul conquérant dont le nom est devenu un titre générique, Kaiser pour les empereurs d'Allemagne ou Tsar pour ceux de Russie. Cette gloire qui n'a cessé de l'entourer depuis plus de 2000 ans, Jules César la doit certes autant à son destin exceptionnel qu'il a su prendre en main qu'à son talent diabolique de propagandiste, dont la guerre des Gaules est un parfait exemple. Ainsi, chers spectateurs, la prochaine fois que vous serez confrontés à un livre, un discours ou une interview politique, maintenez votre vigilance et conservez votre esprit critique, car ce n'est pas seulement la vérité qui peut être tronquée, mais la façon dont celle-ci vous est présentée. À bon entendeur, salut!